Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en forme de guide de lecture, parce que, certains membres parmi vous, parmi notre communauté, que nous aimons et adorons évidemment, nous ont demandé si on pouvait faire un guide de lecture sur Ghost Machine ou The Unnamed, l'univers en fait créé par Geoff Johns, qui est disponible chez Urban Comics en ce moment, et publié aux USA par Image Comics. Donc on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, parce que Geoff Johns vous le connaissez peut-être pour DC Comics, mais peut-être pas forcément pour son taf en indépendant. Donc on va revenir un petit peu sur sa carrière, vous expliquer qui c'est, et vous présenter les différents titres qui composent ce label Ghost Machine. C'est parti, générique! Geoff Johns, vous le connaissez forcément si vous suivez un petit peu le comics, et notamment DC Comics, puisque ça a longtemps été finalement l'architecte de DC Comics. Il a fait beaucoup d'intrigues, beaucoup de choses sur le long terme, et pendant très longtemps sur cet univers. Donc voilà, si vous êtes un peu spécialiste de DC Comics, vous le connaissez forcément de près ou de loin. Pour autant, il a quand même bossé un petit peu chez Marvel, on l'oublie, mais il a signé un run très court de Avengers, qui est en plus très qualitatif. Vous pouvez en retrouver un extrait dans un must-have qui est Avengers Zone Rouge. Et vraiment, très très bon arc de Avengers. Limite, c'est ce qui s'est fait de mieux sur l'Avengers dans les années 2000. Et voilà, Geoff Johns, il part quand même très rapidement chez DC Comics parce que son cœur est tourné vers cet éditeur, ce sont ses personnages préférés, et donc c'est tout naturellement qu'il va se diriger là-bas, et qu'il va prendre de plus en plus d'importance dans cet univers-là, jusqu'à devenir l'un des architectes principaux, un des moteurs de refondation de plein de choses, et ensuite un des architectes au moment des New 52 et de Rebirth. Geoff Johns, voilà, vous le connaissez parce qu'il a relancé Green Lantern avec un run hyper accessible dont tout le monde parle, parce que c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de fans de Green Lantern, attention, ceci est une référence de vieux, qui a décollé en faisant la Justice Society of America, disponible en format Chronicles. Il est d'abord co-scénariste de David Goyer, qui est l'architecte et le scénariste principal là-dessus, mais il va vite devenir le scénariste principal sur la JSA, et donc vous pouvez retrouver ça en Chronicles, et c'est de très très bonne qualité, franchement de super bonnes aventures, avec des personnages de seconde zone, et qui montrent en fait déjà un des talents principaux de Geoff Johns. Il sait parfaitement gérer les équipes, même quand il y a 3 millions de membres dans les équipes, il arrive toujours à trouver un moment pour les faire briller individuellement, ou alors les déconstituer en petits groupes, pour chacun les mettre en avant d'une façon très différente les unes des autres. Donc vraiment, Geoff Johns là-dessus, c'est vraiment un pro. Et donc il va vraiment exploser, il est surtout connu pour ça, on va pas se mentir, pour son run sur Green Lantern. Il repose les bases, il densifie la mythologie, tous les spectres de couleurs, tous les différents corps que l'on va suivre, toutes les couleurs de lanterne et les émotions différentes qu'on va avoir. C'était grâce à lui finalement. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, il se repose sur des choses qui ont été faites précédemment. Son run sur Green Lantern, c'est un run hyper accessible, très très simple d'accès, que vous pouvez découvrir aisément si vous n'avez jamais rien lu sur Green Lantern. Vraiment, c'est le run à conseiller. Et donc voilà, il va prendre de plus en plus d'importance, il va chapeauter des events comme Infinite Crisis par exemple, plein de trucs comme ça, et voilà, il va devenir un petit peu cet architecte, surtout au moment des New 52, donc ce reboot majeur de l'univers DC Comics, où tout est remis à zéro, enfin, presque. Et c'est là où vraiment il va devenir quelqu'un d'important chez DC Comics. Jim Lee lui confie vraiment les clés et les rênes, et donc voilà, il va avoir la série Justice League à prendre en main. Donc il va chapeauter, j'ai envie de dire, les grands événements, les grands moments de l'univers d'ici à ce moment-là, avec tout le beans et tout le sprawl que on connaît avec les New 52, qui a été quasi intégralement effacé depuis. Mais au moment de Rebirth, on continue de lui confier les clés. Parce que voilà, Geoff Johns c'est un amoureux de la continuité, c'est un amoureux de ce qui s'est fait dans le passé. Et donc voilà, on lui file l'occasion en fait de revenir un petit peu à l'essence de ce qu'est l'univers DC Comics, et il va en profiter. Donc il va signer toute une intrigue au long cours sur DC Rebirth dont on a pu vous parler dans la vidéo chronologie de DC Comics, donc je ne reviens pas dessus en détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo qui est très très bien faite, il paraît. Normal, c'est moi. Et donc voilà, Geoff Johns c'est vraiment ce gars, architecte, brillant, il connaît tout sur tout, voilà, il fait vraiment partie de cette gamme de scénaristes encyclopédistes. Bon, on sent quand même qu'il commence un petit peu à s'ennuyer chez DC Comics, et qu'il a envie de voir de nouveaux horizons. Et donc, au moment où arrive l'ère Infinite, il commence à se désengager de plus en plus finalement de l'univers DC. Il commence à se tourner vers les séries télé, il va chapeauter la série Titans par exemple. Il a aussi supervisé la série Stargirl, celle-là vous pouvez la regarder parce qu'elle est très bien. Stargirl, fun fact, c'est un personnage qui est inspiré de sa sœur qui est décédée en fait dans les années 2000. Il a voulu lui rendre hommage, en quelque part la rendre immortelle à travers les pages d'un comics, et donc il a créé Stargirl chez DC Comics,
et il a fait aussi cette série télé sur ce personnage-là. Et donc voilà, il se désengage un petit peu des comics, on sent que ça commence un petit peu à l'ennuyer, voilà, il a supervisé aussi le DCU quand c'était Zack Snyder qui a réalisé pas mal de films, bon ça a été très très chaotique, hein, on va pas se mentir, mais voilà, on sent que finalement il a peut-être fait le tour des super-héros, et qu'il a peut-être besoin, envie en tous les cas, d'autre chose. Et bien voilà, il y a quelques années de ça, on a appris que Geoff Johns avait lancé, avec tout un tas de potes, un label qui s'appelle Ghost Machine, label qui est édité par Image Comics. Image Comics, si vous connaissez les comics, pareil, vous savez ce que c'est. C'est la maison mère de Invincible, de Walking Dead, de Spawn, de tout un tas de choses très très connues dans le comics. C'est surtout le refuge en fait pour les auteurs qui veulent devenir des indépendants et qui veulent se détacher de l'influence des Big Two. Donc Geoff Johns, il va trouver refuge, être édité chez Image Comics avec son label Ghost Machine. Il n'est pas tout seul sur ce label. En fait, il va ramener plein de potes de chez DC Comics avec lui. Et la particularité, c'est qu'en fait, il travaille exclusivement chez Ghost Machine et non plus chez un des Big Two. Donc voilà, il va ramener avec lui des mecs comme Peter Tomasi, qui est un vrai pote à lui, qui lui a permis un petit peu de se lancer vraiment et d'avoir définitivement les rênes et les pieds aux étriers du comics. Il va ramener Brad Meltzer, avec qui il a fait des crossovers pendant que Brad Meltzer faisait la Justice League of America. Il va ramener des dessinateurs qu'il adore comme Francis Manapoul, Gary Frank, Paul Pelletier, Brian Hitch, plein d'autres types super talentueux et qu'on va retrouver sur tous les comics en fait du label Ghost Machine. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qui est dispo en VF dans ce label Ghost Machine qui est intégralement édité par Urban Comics. Je sais qu'il y a des complexités vis-à-vis de ça et on a bien compris chez Excalibur qu'il fallait un petit peu vous expliquer comment est-ce que ça se découpait tout ça et s'il fallait tout suivre ou pas du tout. Donc on va vous expliquer ça très très clairement, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce qu'il faut comprendre en fait avec Ghost Machine, c'est que ce sont donc des titres que fait Geoff Johns et ses potes, et où ils ont une liberté totale en fait. La liberté créative est absolue, ils font ce qui leur plaît. Et en fait, dans un premier temps, ce que Geoff Johns a mis en place, c'est un univers partagé. Cet univers partagé s'appelle The Unnamed. Donc le non nommé, j'ai envie de dire, si on devait traduire ça comme une brêle, en français. Donc The Unnamed, celui qui n'a pas de nom, c'est l'univers partagé dans lequel se regroupent pour l'instant 3 séries ou mini-séries écrites par Geoff Johns et dessinées par d'autres artistes. À l'intérieur, vous retrouvez donc Geiger, Redcoat et Junkyard Joe. Ces 3 séries-là font partie d'un univers global. Mais, à côté de ça, vous avez d'autres séries qui n'ont absolument rien à voir et qui ne font pas partie d'un univers partagé. Alors attention, on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, les mecs pètent un câble et fassent un crossover géant entre tous leurs titres. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas prévu, ok? Donc, ne vous inquiétez pas. En fait, toutes ces séries, à côté de ça, sont indépendantes. Donc The Unnamed, ça peut être bien de tout suivre à la fois, parce que ça vous permet d'avoir la tapisserie globale sur cet univers partagé que chapeaute Geoff Johns. Et à côté de ça, vous pouvez lire ce qui vous fait envie finalement. C'est très très simple d'accès. On va revenir donc en détail sur chacun de ces titres-là, et on va commencer tout d'abord par The Unnamed. Ça se découpe en 3 séries ou mini-séries. En fait, cet univers partagé, sa racine commune, j'ai envie de dire, c'est l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, Geoff Johns se sert de ça pour revisiter et interroger un petit peu le poids de l'histoire dans la culture américaine, notamment sur l'importance de la violence qui a toujours été au cœur de cette civilisation, et plein d'autres aspects. La première série qui a émergé dans The Unnamed, c'est Geiger. D'abord prévue comme une mini-série, ce qui fait que Urban Comics, lorsqu'ils ont sorti finalement ce qui est le tome 1, il n'y avait pas marqué tome 1, parce que c'était prévu comme une mini, et en fait je pense que Geoff Johns ne savait pas trop si ça allait vraiment marcher, et c'était un peu l'embryon de ce qu'allait devenir Ghost Machine après. Donc Geiger, c'est le premier tronçon finalement qui va mettre en place tout cet univers partagé. Dans Geiger, on suit un personnage qui s'appelle Tariq Geiger, qui est un scientifique, qui a perdu sa famille lors d'une explosion nucléaire qui a dévasté les États-Unis. Si vous voulez, après cette explosion nucléaire, ça ressemble plus à Mad Max qu'aux États-Unis. Et Tariq Geiger se retrouve doté de pouvoirs radioactifs. Vous voyez Hulk? Pas pareil, mais sans l'excès de muscles. Mais un peu pareil, parce que dès qu'il s'énerve, il devient tout vert. Donc c'est un peu le même concept, c'est un petit peu le même délire. Et voilà, Geiger, dans un premier temps, il va vouloir retrouver sa famille. Et évidemment, il va suivre plein d'aventures. Il va découvrir en fait des gangs, des peuples différents, des gens qui vont vouloir l'aider, des gens qui vont vouloir le tabasser. Bref, un cocktail explosif et réussi, finalement assez classique. C'est un petit peu le maître mot sur toutes les séries dont on va vous parler dans le label Ghost Machine. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont de très très bonnes séries, parce qu'elles sont réalisées par de très très bons scénaristes. Des mecs qui savent ce qu'ils font,
qui sont dans le métier depuis des années et qui savent ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là-dessus, c'est vraiment hyper bien calibré. Geiger s'est en plus servi au niveau des dessins par Gary Frank. C'est vraiment un petit bijou visuel. C'est très intéressant parce que déjà le personnage principal de Tariq Geiger est très intéressant forcément. Je veux dire, c'est une motivation hyper simple de vouloir retrouver sa famille qui est portée disparue, mais ça marche de ouf parce qu'on se prend tout de suite d'empathie pour le perso. Il a un look très très classe parce qu'il faut quand même le dire, quand il est en vert avec son squelette blanc, c'est hyper stylé. Donc c'est vraiment un truc un peu unique au niveau visuel. Et puis l'univers est très très foisonnant, très très riche. Jeff Jones il maîtrise ça à la perfection, j'ai envie de dire. Alors clairement il s'est inspiré de Mad Max et de plein d'autres trucs post-apo qui ont émergé. Non patron, pas les nanars italiens de merde que tu regardes, non. Et donc voilà, c'est classique, mais c'est ultra efficace, super bien rythmé, avec des personnages très intéressants et hyper bien dialogués. Et voilà, comme je l'ai dit, Gary Frank, c'est un super dessinateur. En fait, on sent qu'ils ont une vraie alchimie, lui et Jeff Jones, ils se connaissent, ils savent ce qui marche et ce qui fonctionne entre eux. Et donc franchement, c'est hyper cool de ce point de vue-là. Avec Geiger, vous avez une série périphérique. C'est une mini-série en un seul tome, c'est Junkyard Joe. Dans Junkyard Joe, on va suivre un robot finalement qui a été employé par l'armée américaine et qui est en lien avec ce qui va se passer dans la suite de Geiger. Donc Geiger c'est en 3 tomes pour l'instant et Junkyard Joe c'est en un seul tome, un volume unique qui peut se lire entre le tome 1 et le tome 2 de Geiger. Junkyard Joe, on va suivre ce robot exploité par l'armée américaine en fait, et qui est un petit peu une métaphore de tous les traumas que les soldats américains, au cours des différentes guerres et des différents conflits dans lesquels les États-Unis ont été des parties prenantes, et bien tous les traumas que ces soldats ont vécu. On sent que c'est un récit très personnel pour Jeff Jones et Gary Frank. Il y a d'ailleurs à la fin de l'édition française, il y a tout un portrait, il y a des portraits en fait de soldats et de membres de l'armée qui ont été membres de la famille de Jeff Jones et de Gary Frank et de plein d'autres collaborateurs de Ghost Machine. C'est très poignant, c'est très touchant et on sent que c'est vraiment un récit qui leur tient à cœur. Junkyard Joe, à mon avis, c'est ce qui s'est fait de mieux sur le label Ghost Machine parce qu'on sent ce côté très humain en fait du récit et ça pointe à plusieurs endroits. Et c'est vraiment une très très bonne histoire et le personnage de Junkyard Joe est hyper attachant en fait à suivre. Il est muet, il parle pas, mais ils arrivent à faire passer toute une gamme d'émotions à travers lui grâce au dessin magnifique de Gary Frank. C'est vraiment un super récit de ce côté-là. Ensuite, on va trouver Redcoat. Redcoat, c'est une série un petit peu à part, mais qui a le même objectif, revisiter l'histoire américaine. Ici, on va suivre Simon Pure. Simon Pure, comme il le dit à chaque début de chapitre, il n'est absolument pas pur. C'est un con, on peut le dire, un lâche, un pleutre. Tous les défauts qu'on peut trouver à l'espèce humaine, il les a, et surtout, il est immortel. En fait, pendant la guerre de sécession, où il était un des soldats, il a eu un truc mystique qui lui est arrivé, et il est devenu immortel. Donc à chaque fois qu'il meurt, il meurt pas vraiment, il se réveille quelques heures plus tard, frais comme un gardon, et prêt à repartir. C'est ce point de vue que Jeff Jones va embrasser pour raconter une histoire alternative à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ça c'est intéressant parce que c'est pas tellement linéaire. Ça va commencer à la guerre de sécession, mais ça va ensuite partir avec un jeune Einstein que Simon va devoir accompagner et protéger parce qu'il est poursuivi par des fous furieux, adeptes de magie noire et de trucs occultes. Et c'est hyper drôle, hyper fun parce que Simon, comme je l'ai dit, c'est un lâche, un pleutre absolu, un vrai Simon quoi. Et le perso est fondamentalement hyper attachant parce qu'on arrive vachement à se reconnaître dedans. Parce que pris dans des conflits avec des dimensions pas possibles, on aurait tous envie de se carapater et de prendre ses jambes à son cou quand il y a des canons qui se mettent à tirer derrière vous. Donc le personnage est quand même fondamentalement hyper attachant là-dessus. Et le duo dans le premier arc avec Einstein est quand même très très drôle, très très marrant. Avec cet Einstein qui parle avec un accent allemand très fort, qui est très très bien rendu dans la traduction française. Et donc c'est vraiment hyper attachant. Et en plus, c'est Brian Hitch au dessin, et Brian Hitch, on sent qu'il est investi à 200%, comme tous les artistes en fait qui bossent dans le label Ghost Machine. C'est vraiment un truc de fou furieux. On en prend plein les yeux, les planches sont magnifiques, incroyables, superbement détaillées. Alors il y a le côté souvent assez figé du style de Brian Hitch, mais si vous aimez Brian Hitch, c'est vraiment pas gênant, et c'est certainement son meilleur taf depuis belle lurette. Donc Redcoat, c'est une très très bonne lecture que je mets au même niveau que Geiger, et si vous avez envie de découvrir finalement cet univers The Unnamed, vraiment, ces 3 séries fonctionnent très très bien. Alors attention, j'ai dit que c'était un univers partagé, parce que c'est comme ça qu'il est marketé. C'est comme ça qu'il est vendu par Jeff Jones et par Ghost Machine. En vrai, pour l'instant, il n'y a aucun putain de lien entre les séries. J'ai rien. Il y a juste Junkyard Joe qui débarque dans Geiger. C'est le seul putain de lien qu'il y a entre les séries. En fait, le lien, il est conceptuel. Comme je l'ai dit, c'est vraiment retracer une histoire des États-Unis à travers un spectre, à travers des points de vue différents. Dans le futur avec Geiger et dans le présent et le passé avec Simon Pure.
pour, eh bien, donner un compte-rendu finalement de l'histoire américaine et de la civilisation et des divisions qui existent en fait et qui ont toujours existé dans cette société. Parce que prendre Simon Pure qui, pendant la guerre de sécession, se retrouve à devenir immortel, c'est logique, la guerre de sécession ça a été un point de scission méga important des États-Unis, et en fait c'est une scission qui est représentative de ce que sont les États-Unis de manière générale. Si comme moi vous êtes passionné par l'histoire américaine, féru de ça, féru de la civilisation américaine, The Unnamed c'est vraiment ultra bandant et génial à découvrir. Donc je vous conseille vraiment de foncer dessus, parce que de ce point de vue là, c'est ouf. Si vous n'êtes pas fasciné par ça et pas passionné par ça, vous découvrirez quand même des séries ultra divertissantes, super bien écrites, avec des personnages hyper attachants et hyper intéressants, et un univers très foisonnant qui n'arrête pas de se développer par extension et par addition. Donc de toute façon, peu importe ce que vous aimez, c'est du très très bon comics et du très très lourd. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ce sont d'excellentes lectures, et je crois que c'est ce qui est le plus important finalement, non ? À côté de The Unnamed, vous avez donc d'autres séries, qui sont écrites par Jeff Jones ou d'autres artistes, qui sont indépendantes, ne sont pas du tout reliées aux événements de The Unnamed, ok ? Donc pareil, on va la reprendre dans l'ordre, je vais vous donner un petit peu notre point de vue chez Excalibur dessus. La première série, on va rester chez Jeff Jones, c'est Rook Exodus. Rook Exodus qui est sorti dans un grand format. Vous voyez, il se cache là, hein ? Voilà. Regardez, il est beau, hein ? Grand format. Et donc, Rook Exodus, c'est un moment récréatif pour Jeff Jones, clairement. Au dessin, c'est Jason Fabok, un de ses collaborateurs préférés, ils ont fait les 3 Jokers ensemble, ils ont aussi beaucoup travaillé sur la Justice League New 52. Donc déjà, vous savez que vous allez vous en prendre, mais alors plein la gueule au niveau visuel, vous allez vous faire péter la rétine dans tous les sens. C'est incroyable au niveau des dessins, vraiment, vous avez des planches, dinguerie. Et le grand format de Urban lui rend parfaitement hommage et le met parfaitement en valeur. Après, au niveau du scénario, on est sur quelque chose de très classique. Problème, c'est que le personnage principal est quand même un petit peu chiant, faut quand même dire ce qu'il est. En tout cas, il est très très générique, il n'y a rien qui se dégage vraiment de lui. Donc bon, c'est un petit peu frustrant de ce point de vue-là, on va dire. Mais pour autant, l'univers est quand même très très riche. Dans Rook Exodus, on est dans le futur, sur une planète éloignée de la nôtre, où en fait, une grande entreprise a pris le contrôle de cette planète, l'a raffinée, l'a minée, et a pris avec elle des terriens, leur a collé un casque qui leur permet de communiquer avec les animaux présents sur cette planète-là, ou importés de la Terre directement, donc des corbeaux, des loups, des sangliers, tout ça, bref, tout ce qui peut être utile à l'exploitation d'une planète. Et en fait, ils ont créé un lien neurologique entre certains individus et ces animaux pour pouvoir les contrôler. Le problème, c'est qu'un jour, le système, il s'est barré en couille, les animaux se sont rebellés, et l'entreprise, elle a fait quoi ? Bam ! Elle s'est tirée ! Eh ouais. Les mecs, ils se retrouvent comme des cons sur la planète, avec des animaux qui peuvent à moitié contrôler, et d'autres qui se sont complètement rebellés. Bref, en fait, ça va créer des systèmes de gangs, des systèmes de classes et de castes, qui se sont développés autour de ces animaux, et donc tout le monde va un petit peu se foutre sur la gueule dans un joyeux bordel. C'est la guerre totale, c'est l'apocalypse, il faut fuir de la planète, ou alors il faut essayer de reconstruire cette planète. C'est un petit peu le débat qui s'occasionne entre notre personnage principal, donc Rook, et de l'autre côté, les personnages qu'il va rencontrer, qui vont peut-être lui faire réviser un petit peu son point de vue. Lui, il veut se barrer de la planète, peut-être que ce serait mieux de rester dessus et essayer de la sauver. Ça me rappelle quelque chose, dis donc. C'est pas de faire la même chose avec Mars en ce moment. C'est peut-être un peu plus intelligent que prévu, Rook Exodus, finalement. Bon, Rook Exodus, on est clairement sur un récit blockbuster hyper divertissant, où c'est Jason Fabok qui est vraiment mis en valeur à 200%. Jeff Jones, il fait vraiment un scénario timbre-poste, avec une mythologie cool, mais pas sensationnelle. En tous les cas, ça n'a pas les mêmes ambitions, j'ai envie de dire, créatives que The Unnamed. Mais pour autant, c'est cool, et si vous aimez vous en prendre plein la gueule au niveau visuel, franchement, allez dessus, parce que ça tabasse la tronche. Ensuite, vous allez avoir Hyde Street. Hyde Street, c'est une série assez différente, très horrifique, fantastique, dans laquelle Jeff Jones, il change un petit peu son fusil d'épaule. Hyde Street, c'est le nom d'une rue dans laquelle des personnes peu fréquentables vont se retrouver et vont crever, tout simplement, parce qu'elles ont été amenées par des individus assez peu fréquentables, eux aussi, qui doivent récolter 10 000 âmes humaines pour pouvoir sortir de cette rue, et bon, c'est pas quoi d'ailleurs, c'est un des mystères de la série. Et en fait, c'est vraiment que des personnages, mais tous plus pourris les uns que les autres. Vraiment, ce sont des ordures monstrueuses. Et on suit principalement dedans Mr. X-Ray et Pranky, un jeune gosse qui adore faire des farces aux adultes pour les piéger et récolter leur âme. Et donc c'est vraiment un titre très différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Jeff Jones, parce que Jeff Jones, il écrit souvent des personnages, s'ils ne sont pas à 100% positifs, ils ont quand même à un moment donné, vont avoir une révélation et essayer de faire le bien. Bon, ici, clairement, dans Hyde Street, ils s'en battent les couilles. Et ils sont là pour sauver, c'est des individualistes purs et durs, ils en ont rien à branler.
Et donc ce qu'on va suivre principalement, en fait, c'est la compétition entre Mr. X-Ray et Pranky. Pranky, voilà, c'est un jeune enfant, il a fait des saloperies pas possibles, mais ils ont quand même un côté un petit peu attachant, ces espèces de salopards. On arrive à s'attacher à eux, et c'est un petit peu le génie de l'écriture de Geoff Johns sur cette série-là. C'est vraiment très très cool à le suivre, plus resserré que les autres. Et finalement, ce qui intéresse aussi Geoff Johns dans cette série, c'est plus le développement des personnages et le développement de leurs relations, que vraiment explorer et étendre cet univers comme il le fait dans Geiger ou dans Redcoat. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la série n'est pas reliée à The Unnamed, simplement parce qu'en termes thématiques ça colle pas du tout, et puis qu'en termes de narration, Geoff Johns avait envie de casser ses habitudes et de tenter autre chose, et franchement ça marche super bien. En plus c'est dessiné en grosse partie, parce qu'il est remplacé à certains moments par Ivan Reis. Ivan Reis, vous l'avez vu sur le Green Lantern de Geoff Johns, c'est une tuerie au niveau visuel, et alors là, avec le côté fantastique horrifique, il s'éclate absolument avec des planches magnifiques. Et on termine ce tour d'horizon par The Rockefellers, qui est une série qui va débarquer, ou alors sera déjà sortie lorsque cette vidéo sera parue. The Rockefellers, c'est pour l'instant la seule série qui n'est pas écrite par Geoff Johns. C'est Peter Tomasi qui s'en occupe, donc un de ses potes, qui vient aussi de chez DC Comics. Il a fait ses armes sur Batman et Robin pendant les New 52, mais aussi sur Superman Rebirth. Et The Rockefellers, ça lui colle parfaitement au basque, parce qu'on y suit une famille dysfonctionnelle, venue du 25e siècle, une famille de scientifiques, qui trouve refuge au 21e siècle et qui doit sauver l'humanité. Ils sont poursuivis par tout un tas d'entités un petit peu bizarres qui veulent les buter, parce que voilà, ils ont la clé de la survie de l'espèce humaine, de l'humanité, et ils doivent juste réussir à s'entendre en fait pour que ça marche. C'est tout. Donc c'est vraiment la famille dysfonctionnelle par excellence, la famille nucléaire américaine par excellence aussi. Ça marche vraiment bien. Je trouve que c'est surtout bien aidé par les dessins de Francis Manapul, parce que c'est incroyable. Tout simplement. Visuellement, Francis Manapul, c'est un de mes artistes préférés. Il me prouve à chaque fois pourquoi, quand je regarde les planches de The Rockefellers, c'est hyper expressif, c'est magnifique au niveau du trait, mais vraiment, on en prend plein les yeux, c'est un régal en fait. Des fois, on s'arrête juste sur des planches, qui sont des planches toutes cons, hein, juste avec des discussions entre les personnages par exemple. Mais ça marche, mais c'est incroyable de beauté, vraiment magnifique. C'est vraiment un tome très introductif avec la présentation de tous les personnages de cette famille, et eh bien, la recherche de ce but global et de cette harmonie au sein de la famille. Donc c'est quand même très intéressant à suivre, mais j'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis vraiment définitif sur la série. En l'état, c'est vraiment un mélange entre les Fantastic Four et Challengers of the Unknown, une série très méconnue, surtout en France, de DC Comics, mais vraiment on est sur le même truc. Une famille dysfonctionnelle, comme dans Challengers of the Unknown, mais qui est tournée vers un seul et même but, très scientifique, très enclin à aider l'humanité, comme le sont les FF. Donc c'est vraiment très très cool de ce point de vue là. Si vous aimez ce genre d'histoire en fait, vous allez franchement kiffer The Rockefellers, je me fais pas de soucis là-dessus. On a fait le tour d'horizon de ce que Ghost Machine a à vous proposer en VF. Alors évidemment en VO il y a plein d'autres séries. Des séries qui à mon avis ne seront pas forcément publiées parce qu'il y en a certaines qui sont quand même très très confidentielles. Et je pense qu'au niveau des concepts, ça va pas marcher avec ce qu'on a l'habitude de trouver dans le public français. Donc Urban va faire des choix, clairement. Il y a d'autres séries qui ont été annoncées, notamment une par Brad Meltzer. Celle-là j'ai très très hâte de lire parce que j'adore sa JLA. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure des mois ce qui va encore se développer. Ghost Machine, c'est vraiment un label qui prend son temps. Très clairement tourné dans la logique indépendante, on prend son temps, on développe les choses au fur et à mesure et au rythme qu'on a envie de s'imposer. On ne s'impose pas les rythmiques des Big Two, on s'impose nos rythmiques propres. Ce qui explique que Rogue Exodus, par exemple, il y aura certainement qu'un tome par an à chaque fois, voire tous les 1 an et demi. Parce que Death Note Block, c'est un artiste qui a besoin de prendre son temps, et ça, Geoff Johns le respecte fondamentalement. Geiger, c'est un peu différent, on sent que Geoff Johns il a envie de tabasser au niveau du rythme, donc des fois Gary Frank il est remplacé par 12 artistes, mais c'est pas grave parce que Gary Frank il est là quasiment tout le temps, 90% des cas. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir du comics différent, qui en creux respecte tout ce qu'on aime dans le super-héros, c'est-à-dire des récits inspirants, portés par des univers très foisonnants et très riches qui se développent sans cesse, et bien foncez sur l'univers de The Ghost Machine, foncez en priorité vraiment sur The Unnamed parce que c'est de la bombe absolue. Et si vous aimez les comics très action typés années 90, allez voir Rogue Exodus. Ce qui est bien avec Ghost Machine, c'est que selon ce que vous aimez dans le comics et dans les histoires de fiction, vous pouvez forcément trouver quelque chose qui va vous plaire. Si vous aimez le fantastique, allez sur High Street. Si vous aimez les histoires de famille et de science-fiction, allez sur The Rockefellers. Si vous aimez juste les bons trucs bien bourrins, allez sur Rogue Exodus. Vous avez à chaque fois quelque chose qui va vous plaire. Et c'est vraiment un univers très très cool à lire. On ne cesse de le dire dans l'équipe Excalibur, mais en ce moment, c'est vraiment le moment rêvé pour être un fan de comics. Entre The Unnamed, l'univers absolu, l'univers Ultimate, l'Energon Universe, franchement, avec ces 4 univers-là, il y a de quoi bander comme un porc quand on est fan de comics, et quand on ne connaît rien en comics, il y a de quoi se faire énormément plaisir avec des univers ultra accessibles qui, eh bien, remettent un coup de projecteur sur ce qu'on aime dans le comics. Des bonnes histoires, bien racontées, et surtout superbement dessinées à chaque fois.
On se quitte là-dessus. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager cette vidéo. C'est grâce à ça qu'on peut continuer, que ça nous donne envie. Et puis surtout, faites-nous des suggestions en commentaire pour d'autres guides de lecture par exemple. On les fera pas tous forcément parce que des fois il y a des trucs sur lesquels on n'est pas compétent. Sur ce, bonne lecture et on se retrouve très vite sur excaliburcomics.fr. Ciao. Donc, le nom nommé, si vous voulez, dans la... Je devrais prendre un accent québécois, j'aimerais faire l'accent québécois, ce serait pas mal. Celui qui n'a pas de nom, hein, voyez, quoi. Non, ça faisait un peu accent du sud-ouest, c'était complètement pourri. Bref, ça finira dans le bêtisier. Putain, ça me gratte. Ah, ça va mieux. Ça aussi. Bah ouais.